Un balado Radio-Canada audio. Au cours des 20 dernières années, ou à peu près, j'ai progressivement pris conscience de l'impact de chacun de mes gestes sur l'environnement. Résultat, mes habitudes, elles ont changé. J'ai pas de voiture, je fais du compostage, j'achète davantage de nourriture en vrac. Bon, ça fait pas de moi un être vertueux, bien sûr. Mon empreinte écologique est loin d'être parfaite et je frappe un nœud avec mon utilisation de l'Internet, essentiel à mon travail de journaliste. Parce que oui, on pollue quand on navigue sur le web et pas à peu près. Mais les solutions, elles sont à notre portée. Notre question, comment réduire l'empreinte environnementale de notre navigation sur le web? Notre invité, Marianne des Hôtels Marissal, journaliste pour Carbone. moi je m'appelle Alexis Delancer et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. C'est de loin le secteur dont les émissions de gaz à effet de serre croissent le plus vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le numérique émet déjà plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Et au rythme actuel, dans 4 ou 5 ans, il risque d'émettre autant que l'ensemble des automobiles particulières. C'est fou, vous vous rendez compte de cette donnée, c'est incroyable. D'ici 5 ans, autant de GES issus du numérique que des autos particulières. C'est Hugues Ferbeuf qui nous le souligne. Il est chef de projet pour The Shift Project, un organisme qui s'intéresse aux impacts environnementaux de l'industrie numérique et donc à son empreinte numérique. Alors Marianne, avant d'explorer cet univers ensemble, définissons rapidement ce que c'est une empreinte numérique. Bien, ici, on parle d'empreinte environnementale du numérique. On ne parle pas de la trace qu'on peut laisser avec nos informations quand on navigue, parce que le web, naviguer sur le web, ça laisse une empreinte, ça laisse une trace. Ouais. On parle souvent de navigation, de surf, de nuages quand on parle du web. Ça évoque la légèreté. Mais il faut savoir que l'infrastructure qui soutient tout ça, c'est-à-dire l'Internet, bien ça, c'est gigantesque, c'est tangible, c'est fait de fils, de bâtiments qui hébergent notre vie numérique. Et donc, si on fait une part de tarte avec tout le secteur du numérique, qui est aussi appelé par les experts et les expertes le secteur des technologies de l'information, les TIC. Les TIC, ouais. Ben, en fait, tout ce secteur-là se divise en 3 parts. On pourrait aussi parler d'un pizzaghetti, au fond, parce qu'il y a le centre de données, ça pourrait être comme la pâte ou la croûte. Il y a les utilisateurs, qui sont le fromage dessus, et entre les deux, ben, ça dépend comment vous cuisinez votre pizzaghetti, mais disons qu'il y a du spaghetti et ça, c'est le réseau. Donc, on a centre de données, utilisateur et entre les deux, il y a le réseau. Et tout ça, ben, ça a des impacts sur l'environnement. À chaque poste, il y en a. On parle d'extraction de métaux rares. Ça peut polluer l'eau et l'air. Il y a des impacts sociaux aussi qui sont liés à la production et à la fin de vie des appareils. Mais il y a surtout une consommation énergétique là, qui est considérable pour alimenter tout le réseau, tout le système. Et ça, ben, ça se fait parfois avec des énergies qui sont non renouvelables et qui reposent sur des combustibles fossiles. Et quand on clique sur une page, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un petit peu difficile de s'imaginer qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une page. Comment ça se fait que ça entraîne des gaz à effet de serre, par exemple? Dans la vidéo qu'on a produite sur le sujet avec Carbone, on a produit une capsule là-dessus. J'ai rencontré Anne-Sophie Letellier, qui est une experte en sécurité numérique. Et pour nous aider à imaginer ce qui se passe, elle me disait qu'il faut penser l'Internet ou le web comme une archive gigantesque. Donc, c'est comme une immense bibliothèque mondiale où il y a plein de copies partout. Et quand on envoie un message, ben on va modifier cette archive-là. Et au nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la planète, on parle d'environ 4,5 milliards de personnes qui utilisent Internet à l'heure actuelle, ben on peut dire que cette archive-là, elle est modifiée plusieurs milliards de fois par seconde. Alors, à chaque petit clic qu'on fait, ça entraîne des gaz à effet de serre. Oui, on voit le clic autrement quand on entend ça. Puis dis-nous, quels sont les secteurs qui consomment les plus grandes parts, je dirais, de cette énergie, qui gonflent cette empreinte environnementale? Alors, l'empreinte environnementale, quand on l'analyse, on passe souvent par la technique du cycle de vie. Donc, on va suivre un produit de sa naissance à sa mort. Et donc, on peut diviser l'empreinte sur cette existence-là. On parle de la fabrication ou du côté matériel de nos appareils. Donc, la production, ça inclut aussi la fin de vie, les déchets ou le recyclage de toute cette infrastructure et de nos appareils. Et il y a la phase d'utilisation aussi. Et ça peut être surprenant
Mais c'est la phase d'utilisation qui accapare le plus d'énergie de tout le secteur. On parle de 60% de l'énergie de tout le numérique qui est accaparée par l'utilisation du réseau et 40% pour la fabrication de tous les équipements. Et dans cette part-là d'énergie, le 60% d'utilisation, bien, il y a 70% de l'énergie qui est accaparée par les appareils des utilisateurs, donc nos appareils. On parle de tous les appareils confondus ici, pas juste les téléphones et les ordinateurs, mais aussi les téléviseurs connectés, par exemple. Okay. Au Canada, puis au Québec, le ratio est un petit peu différent parce qu'ici, on a la chance d'avoir un profil énergétique qui est assez enviable. Il y a plusieurs provinces qui peuvent bénéficier de l'hydroélectricité. Il n'y a pas juste le Québec. En Colombie-Britannique aussi, il y en a dans les provinces de l'Atlantique. Et donc, la part d'énergie qui est liée à l'alimentation électrique de nos appareils, elle va diminuer. Tu t'es sûrement déjà intéressé au sujet, Alexis. Souvent, on va lire des articles là-dessus qui vont nous dire débranchez vos appareils la nuit. On va nous conseiller aussi de placer nos appareils en mode veille dès que possible ou de réduire la luminosité de nos écrans. Mais au Québec, ces mesures-là, dans le fond, ont peu d'impact. Par contre, notre navigation, elle sollicite un réseau qui est étendu, qui est très vaste, et quand on fait une requête sur un moteur de recherche, bien, il y a des centres de données qui sont distribués un peu partout dans le monde qui peuvent être activés et qui souvent sont alimentés par des énergies qui reposent sur les combustibles fossiles. Ben voilà, puis est-ce qu'on sait ce que ça représente en termes d'émissions de GES, Marianne? Oui, on l'a entendu un petit peu dans l'extrait, mais sur tout son cycle de vie, là, le secteur du numérique émet environ 4% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Souvent, pour nous donner une notion d'échelle, là, un peu, on va comparer avec le domaine de l'aviation civile. C'est toujours des comparaisons qui sont compliquées parce que les deux domaines évoluent rapidement. Puis souvent, quand on parle d'aviation ou de transport, on parle d'émissions directes. Donc, on parle de GES qui sont directement émis par les avions, donc des gaz à effet de serre qui résultent de la combustion du carburant. Mais si on fait une comparaison cycle de vie pour cycle de vie, c'est à peu près équivalent. Donc, si on prend le cycle de vie de l'aviation, ça équivaut à peu près à 4 ou 5% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est très similaire à notre empreinte numérique. Et de cette 4%, si on essaie de disséquer et voir un petit peu le bobo et où est-ce que ça va mal, il y a des centres de données, mais il y a aussi le contenu. La problématique de centres de données, elle est connue, mais la problématique de contenu comme vidéo, elle est méconnue. Et elle est aussi énergivore et elle est aussi polluante que justement les centres de données. Quelques précisions, gracieuseté Mohamed Chériette, professeur titulaire au département de génie des systèmes de l'École de technologie supérieure, l'ETS. Alors, notre navigation, elle a mille et une façons de se manifester. Marianne, qu'est-ce qui est le plus énergivore quand on va sur le web? Alors, la vidéo en diffusion continue ou le fameux streaming, là, c'est vraiment ça qui accapare le plus de bandes passantes sur notre fameux spaghetti. Si on revient au pizzaghetti, là, il y a beaucoup de vidéos dans notre spaghetti. Ce sont des contenus qui sont évidemment très denses en information. En plus, la qualité des vidéos est sans cesse renouvelée. On sait que les téléviseurs diffusent du 4K maintenant. C'est énormément de données. Il y a aussi beaucoup de contenus qui sont téléversés sur les plateformes. Seulement pour YouTube, imagine, il y a 500 heures de vidéos qui sont téléversées chaque minute sur la plateforme. C'est vraiment difficile à imaginer. Puis les Canadiens sont vraiment friands de vidéos, là, surtout sur YouTube, mais il y a Netflix qui suit de près et Crave TV aussi qui accapare beaucoup de notre bande passante. Tout ça est vrai, Marianne, mais j'imagine que c'est encore plus vrai en temps de pandémie, là, parce que, bon, évidemment, on le conçoit tous, là, c'est une empreinte environnementale numérique qui est accrue, c'est incontournable. Oh oui, c'est incontournable. Puis c'est ce qui fait que c'est délicat aussi de parler de ce sujet-là dans un contexte comme celui-là. On n'a pas le choix d'être en télétravail pour la plupart d'entre nous. J'entends derrière toi un petit élément de télétravail. Là. C'est des réparations qui ont lieu chez toi, c'est ça? Oui, mes voisins font des gros travaux. Je pense que t'es chez toi aussi, Alexis, n'est-ce pas? On n'est pas en studio.
Donc, il y a des statistiques aussi là-dessus. Il y a Statistique Canada qui a fait une petite étude, qui a publié un rapport cet été, et on a vu que 68% des Canadiens et des Canadiennes de 15 à 34 ans ont vu leur consommation de vidéos en continu sur les plateformes gratuites là, augmenter depuis le début de la pandémie. Donc, les plateformes comme YouTube profitent un peu de la situation. Dans le fond, ça peut être une raison de plus pour examiner sa navigation, puis il faut surtout savoir que la sobriété numérique, premièrement, ça peut avoir des avantages autres qu'améliorer son bilan environnemental, comme passer un peu moins de temps sur les écrans, soigner son sommeil, mais en plus, ça implique pas nécessairement là, de cesser sa navigation complètement. On parle pas de se priver d'Internet ici, là. Non, c'est pas ça l'idée, mais on voudrait à tout le moins, en tout cas moi, ça serait mon intérêt, de savoir comment je mesure mon empreinte individuelle. Est-ce que ça se mesure, ça se quantifie? Est-ce que c'est simple de le faire, Marianne? Bien, c'est pas si simple. La preuve, c'est qu'il n'y a pas énormément d'outils qui existent pour nous proposer là, de mesurer notre empreinte. Il y en a un qui s'appelle Carbonalizer. C'est un outil qui a été développé pour le think tank ou le regroupement d'experts de Shift Project. Et il s'installe, c'est comme une extension ou un logiciel qui s'installe sur le navigateur Firefox. Et donc, lui, il va surveiller la navigation tout en conservant les informations là, de manière confidentielle. C'est seulement pour aller voir où est-ce que les pages qu'on visite se trouvent, sur quel serveur. Et c'est intéressant parce qu'il vous donne au fil du temps le profil de navigation en le convertissant en émissions d'équivalent CO2, mais ça convertit aussi votre bilan en trajet, en kilométrage. Par exemple, ça me dit que en 5 semaines au travail, j'ai fait à peu près 30 km en voiture. Là. Okay. C'est l'équivalent de ma navigation web. Il y a aussi des outils comme le Website Footprint Calculator. C'est une page où on va entrer l'adresse de nos sites préférés et là, ça va nous dire s'ils sont hébergés sur des serveurs plus verts que d'autres. Donc, si nos pages préférées sont écologiques ou pas. On peut aussi, pour avoir une petite idée du temps et de l'énergie de notre navigation, là, de l'énergie qui est requise par notre navigation, on peut aussi tout simplement aller voir sur les réglages de son cellulaire. Dans les réglages, là, on peut voir à quel point la batterie elle est consommée par certaines applications. Donc, peut-être que Facebook prend beaucoup plus de mon temps de téléphone et de l'énergie que les autres applications. Et là, ça peut nous indiquer un peu où est-ce qu'il y aurait des gains intéressants à faire. Et une fois qu'on a une idée un peu plus précise, Marianne, de notre empreinte de navigation, si on veut naviguer de façon plus écologique, prendre des bonnes résolutions pour 2021, qu'est-ce qu'on peut faire? Commençons en amont. Bien, en amont de la navigation, c'est sûr que le plus important, là, c'est le point de départ, c'est faire durer ces appareils le plus longtemps possible. On peut les faire réparer, les bichonner, y faire particulièrement attention, résister à la tentation là, de toujours avoir le dernier modèle. On peut aussi tenter de réduire le nombre d'appareils qu'on possède, pas nécessairement renouveler tout notre parc électronique. Puis surtout, les envoyer aux bons organismes. Là, quand ils ont terminé leur vie utile, bien, c'est important soit de les envoyer en écocentre ou dans des organismes qui vont recycler les précieuses composantes de nos appareils pour pas que tout ça termine sa vie dans un dépotoir. Et puis quand on est sur le web, quand on surfe sur le web, comme on disait jadis, comment on fait pour réduire son empreinte numérique? Quand on surfe sur l'autoroute de l'information, finalement, il y a une foule de trucs. Il y a, premièrement, si on veut s'attaquer à la vidéo, parce qu'on sait que c'est un gros poste là, où il y a beaucoup, beaucoup de données, bien, on peut désactiver la lecture automatique. Sur les réseaux sociaux, souvent, les vidéos qui partent toutes seules, là, ça peut être déconcentrant, dérangeant, mais en plus, ça prend beaucoup de bandes passantes. On peut aussi désactiver le mode haute définition. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une très haute définition, surtout sur nos téléphones cellulaires, l'écran est tout petit. On peut décider de réduire volontairement sa consommation, ça c'est pas mal niveau expert en sobriété numérique. On peut aussi télécharger les vidéos ou les musiques, par exemple, qu'on est susceptible d'écouter plusieurs fois. On peut aussi choisir d'attendre d'avoir du Wi-Fi pour regarder des vidéos plutôt que de prendre les données de son plan de téléphonie mobile parce que les antennes cellulaires sont plus énergivores là, que la transmission de données via Wi-Fi.
La fameuse vidéoconférence aussi. Là, on est tous un peu là-dessus en pandémie. Parfois, on n'a pas nécessairement besoin de se voir tout le long d'une réunion. On peut proposer à son équipe, là, si le contexte le permet, de désactiver les caméras. Une fois qu'on s'est salué, qu'on a pris des petites nouvelles, ben là, on peut juste passer en mode appel téléphonique, finalement, réunion téléphonique. Il y a aussi les courriels. Les courriels, nos boîtes sont gigantesques. Ça a tendance à s'accumuler. Je ne sais pas si tu as des milliers de courriels non lus, Alexis. J'en ai 18 200 en ce moment dans ma boîte courriel. Oui, je sais, j'ai du ménage à faire. Mais il y a des outils qui permettent de faire un ménage. Il y a CleanFox. CleanFox est vraiment pratique parce qu'il va proposer la suppression ou même de se désabonner à certaines infolettes qu'on n'ouvre pas. C'est vraiment un outil qui permet de voir, OK, qu'est-ce qu'on n'ouvre jamais, qu'est-ce qui traîne depuis très, très longtemps et qui va nous aider à faire un gros ménage de toute cette boîte courriel-là. On peut aussi, dans nos habitudes de courriel, si vous répondez là, à tous ou que vous envoyez des grosses pièces jointes ou que vous avez un GIF dans votre signature, tout ça, ça va faire en sorte que vos courriels vont être plus lourds. Alors, il suffit juste d'y penser. Des fois aussi, c'est de réduire sa politesse. Il y a une étude britannique qui a montré que si collectivement, on cessait d'envoyer des courriels seulement pour dire merci, bien reçu, des messages comme « bonne fin de semaine », on peut se les écrire dans le chat aussi, ça prend moins de données. Oui. Ben, en tout cas, on pourrait faire des gros gains là, collectivement si on faisait ce genre de choix-là. C'est certain qu'en tant que citoyen, faire preuve d'une sobriété numérique, ça peut être une partie de la solution, mais vraiment, qu'est-ce qui est le nerf de la guerre? C'est changer les modèles d'affaires qui sont basés autour de la collecte de données. On y est au nœud du problème, nous dit Anne-Sophie Letellier, cofondatrice de Lab 2038. Il n'y a pas que les internautes responsables dans tout ça. Les plateformes de données, Marianne, elles ont leur part de responsabilité, le savent-elles? Ben, je pense qu'elles le savent, oui, mais c'est ça qui est délicat aussi avec les petits gestes, hein, quand on parle d'environnement, quand on donne des conseils ou des trucs, des astuces aux gens qui s'intéressent à leur empreinte environnementale, c'est toujours de dire que ben, ça repose pas uniquement sur la responsabilité des citoyens puis des citoyennes. On peut pas résoudre le problème à nous seuls avec nos petits gestes. Puis ce que Anne-Sophie Letellier nous disait à Carbone, c'est que c'est un système économique qui est basé sur l'accumulation de données. Les plateformes qu'on utilise, comme Facebook ou YouTube, si elles sont gratuites, c'est bien parce que elles recueillent de l'information sur nos comportements en ligne. Qu'est-ce qu'elles font avec ces informations-là? C'est qu'elles vont créer des profils d'utilisateurs, des profils de consommateurs, et ça vaut de l'or pour les publicitaires. Donc, les plateformes vendent les profils d'utilisateurs à des publicitaires qui vont nous proposer de la publicité ciblée en retour. Donc, tout ce modèle-là, qui fait en sorte qu'on a des plateformes fantastiques gratuites, mais ça génère énormément de données. Donc, est-ce que les entreprises vont changer de modèle d'affaires? Anne-Sophie Letellier me disait que les petits gestes servent aussi à conscientiser la population et ça passe par une volonté politique. Alors là, on passe dans une autre sphère complètement. Mais il y a aussi la responsabilité des entreprises par rapport à l'énergie, aux sources d'énergie qu'elles utilisent. Et ça, ben, il semble y avoir du mouvement. Il y a Apple et Microsoft qui ont annoncé qu'ils visaient la neutralité carbone en 2030. Ces compagnies-là achètent beaucoup d'énergie solaire et éolienne. Il y en a aussi qui placent des serveurs dans des pays nordiques, sous l'eau. Donc, il y a aussi que l'efficacité énergétique de l'ensemble du réseau s'améliore. On fait des progrès technologiques qui nous permettent de véhiculer un gros volume de données de manière beaucoup plus efficace que ce qui pouvait se faire il y a à peine 5 ans. Par contre, ben, il y a le nombre d'utilisateurs qui augmente en contrepartie. Là, on est à 4,5 milliards. On estime que d'ici 2025, là, on va passer à 5 milliards d'utilisateurs. Ouf. Et on estime aussi que la part des GES, des gaz à effet de serre qui sont générés par ces technologies-là, pourrait doubler d'ici 2025. Donc, il serait à peu près temps qu'on conscientise un peu plus par rapport à notre navigation sur le web, et aussi tous ceux qui sont les architectes de ce système doivent y penser un peu plus. Marianne des Hôtels Marissal, merci beaucoup pour cette conversation. Merci Alexis, c'était un plaisir.
La boucle est bouclée pour cet autre épisode de Ça s'explique. Merci d'avoir été à l'écoute. Et sachez que notre équipe est aussi à votre écoute. Faites-nous part de vos suggestions et questions en lien avec l'actualité. Écrivez-nous ou faites-nous parvenir un enregistrement audio à Ça s'explique à commercial radio-canada.ca. Moi, je m'appelle Alexis Delancer. À demain. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.